savons pas quelle a été exactement à ce stade la contrepartie qui a été exigée par Erdogan, mais il est très clair que les négociations ont eu lieu entre la présidence turque, le gouvernement israélien, également l'intervention du président de l'État d'Israël. Il est clair qu'il a pris ces deux touristes israéliens comme otages pour obtenir quelque chose d'Israël. Professeur Emmanuel Navon, bonjour, Boker Tov. Alors on s'est réveillé avec une bonne nouvelle, la libération du couple Oknin des prisons turques, une libération qui est apparemment intervenue après d'âpres négociations de la part de la diplomatie israélienne. À votre avis, une première question se pose évidemment parce que cette libération elle est intervenue alors qu'on avait l'impression que la situation était se compliquer. Est-ce que vous pensez que le gouvernement israélien a apporté une contrepartie au président turc en échange de la libération du couple israélien? Je n'en doute pas. Nous ne savons pas quelle a été exactement à ce stade la contrepartie qui a été exigée par Erdogan, mais il est très clair que les négociations ont eu lieu entre la présidence turque, le gouvernement israélien, également l'intervention du président de l'État d'Israël. Il y a eu des négociations, on ne sait pas encore, et peut-être qu'on ne saura pas, qu'est-ce que Erdogan a obtenu en contrepartie, mais il est clair qu'il a pris ces deux touristes israéliens comme otages pour obtenir quelque chose d'Israël. Et ce genre de crise, le président turc a commencé à nous habituer à ce genre de développement. Est-ce que il était utile est-ce que le gouvernement a utilisé la bonne méthode, c'est-à-dire la méthode, on va dire, plutôt conciliante, sans frapper du poing sur la table, ou alors il aurait dû être plus ferme, ou comment vous considérez cette politique menée par l'administration israélienne, par Bennett et Lapid en particulier? Je remarque d'abord qu'en termes de position ferme ou conciliante, il y a malheureusement eu un précédent lors de la visite du président Barack Obama en Israël, comme vous en souvenez souvent, sans doute en 2012 ou 2013. Eh bien, Netanyahou avait accepté de s'excuser publiquement vis-à-vis de Erdogan sur l'affaire du Mavi Marmara. Donc il y a eu un précédent dans lequel le gouvernement israélien s'est plié aux exigences de Erdogan sur la question du Marmara. Là, en revanche, les choses ont été faites discrètement, contrairement à ce qui s'était passé à l'époque, avec une excuse israélienne publique qui, à mon avis, n'aurait pas dû avoir lieu, entre parenthèses. Mais aujourd'hui, il y a eu des négociations discrètes, et c'est tout à l'honneur de ce gouvernement d'avoir agi de façon discrète et efficace, avec également pas seulement le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères, mais également le président de l'État. Donc, étant donné qu'il y avait deux otages en Turquie, il n'y avait pas d'autre choix que de négocier. Mais je me félicite du fait d'abord que les négociations ont abouti et surtout que cela a été fait de façon discrète. On parle d'un pays tiers qui aurait été impliqué. À votre avis, quel pays pourrait être suffisamment proche à la fois de l'État d'Israël et de la Turquie pour avoir été impliqué dans ces tractations? Alors il y a différentes suppositions. On parle entre autres des Émirats arabes unis, peut-être de la Russie, peut-être même des États-Unis. Mais en tout cas, l'important, ce n'est pas quel tiers pays a été impliqué, c'est de savoir qu'il y a une diplomatie israélienne efficace qui a su négocier sans rendre les choses publiques. Vous, en tant qu'observateur avisé de la diplomatie internationale, et en particulier de la diplomatie régionale, est-ce que vous comprenez l'attitude de Tayyip Erdogan, ce genre de mini-crise qui se multiplie ces dernières semaines? On a vu il y a un mois la crise autour de la demande d'expulsion d'une dizaine d'ambassadeurs de pays occidentaux. Il y a 15 jours, l'arrestation d'un soi-disant réseau du Mossad de Palestiniens qui auraient appartenu à un réseau du Mossad israélien. Qu'est-ce qu'il cherche exactement, Tayyip Erdogan? Est-ce que c'est pas le signe d'une forme d'affaiblissement de son pouvoir? Tout à fait, un affaiblissement qui est le résultat, entre autres, de la crise économique en Turquie et du fait que Erdogan essaie finalement, c'est sa méthode, une méthode de chantage et de menace, d'obtenir
des bénéfices économiques dans ces relations dans la région. On sait qu'il s'oppose par exemple au partenariat énergétique régional entre Israël, la Grèce et Chypre dans le domaine du gaz naturel. Et bien entendu, l'administration Biden est beaucoup plus ferme vis-à-vis de lui dans sa politique contre les Kurdes, contre sa politique de conquête en Syrie, et bien entendu sa politique d'alignement avec la Russie alors même qu'il est membre de l'OTAN. Donc il essaie d'obtenir des allègements dans la politique du gouvernement américain, un changement de la politique régionale et économique d'Israël avec ses alliés, et il utilise pour ce faire du chantage et des menaces, c'est malheureusement sa méthode de travail. Et cela veut dire qu'on est en train d'assister à la fin du règne du sultan turc, à votre avis? Pas du tout, il a réformé la constitution il y a à peu près un an, justement pour se maintenir au pouvoir de façon quasiment indéfiniment, de façon presque sans fin. Il a donc cette réforme de la constitution turque a déjà eu lieu. Il y a eu quelque chose de similaire d'ailleurs, entre parenthèses, en Russie. Donc Erdogan est là pour rester, à moins que, bien entendu, pour des raisons de santé ou autres, mais d'un point de vue constitutionnel, il a verrouillé toutes les structures de l'État à la suite, évidemment, du coup d'État manqué de 2016. Donc il n'y a plus d'opposition en Turquie. Il y a des réformes constitutionnelles qui lui permettent de se maintenir au pouvoir avec une présidence beaucoup plus forte qu'elle ne l'était dans le passé. Sauf problème de santé personnelle ou autre, Erdogan est là pour rester. Une dernière question, vous pensez que, au vu de ce qui s'est passé cette semaine, le gouvernement israélien devrait lancer une mise en garde très sévère, appelant les touristes israéliens de ne pas se rendre en Turquie aujourd'hui? Je pense qu'à la lumière de cet incident très grave qui a eu lieu cette semaine, la semaine dernière, il faut effectivement prendre en compte le fait qu'il y a un danger aujourd'hui pour les touristes israéliens en Turquie. C'est vrai également pour la Russie. Je vous rappelle qu'il y avait eu un incident similaire il y a 2 ou 3 ans avec la Russie, avec cette voyageuse israélienne qui elle aussi avait été utilisée par Poutine pour obtenir quelque chose d'Israël. Donc il faut effectivement faire très attention lorsque l'on voyage dans ce genre de pays ou dirigés par des autocrates qui utilisent des touristes innocents à des fins politiques et géopolitiques. C'est pas seulement la Turquie, c'est également la Russie. Ça ne signifie pas qu'il ne faille pas se rendre dans ces pays, simplement faire très attention lorsqu'on se trouve dans ce genre de pays. Eh bien, professeur Emmanuel Navon, Université de Tel Aviv, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir aidé à commenter cette information, donc toute fraîche et très heureuse, de la libération du couple Öknen des prisons turques. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt Emmanuel. Merci, bonne journée.